Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles sont les 7 compétences que vous devez absolument développer pour devenir plus éloquent et pour mieux vous exprimer, que ce soit à l'oral et à l'écrit. Et ça va vous permettre de savoir les compétences que vous avez déjà et donc vos axes de travail et de progrès. Bonjour à tous, bon retour sur la chaîne, je suis Jennifer et je suis professeure d'éloquence. Je donne des cours pour aider mes élèves à mieux s'exprimer, que ce soit à l'oral et à l'écrit, pour atteindre leurs objectifs de vie professionnelle et personnelle. Pour le lancement de mes cours, je vous offre un cadeau exceptionnel. Tous mes cours sont à moins 50%, réduction de moins 50%. Et aussi, je vais donner une masterclass gratuite qui va vous révéler les secrets de l'éloquence, les éléments dont on ne parle jamais. J'ai fait beaucoup de recherches sur le contenu en ligne, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et dans cette masterclass qui va être bientôt, toutes les informations sont dans la barre d'infos, je vais vous donner les 4 étapes à suivre si vous voulez développer votre éloquence. Et aujourd'hui, on parle des qualités. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que pendant les dernières années, pendant lesquelles j'ai donné pas mal de cours à beaucoup d'élèves, j'ai vu les compétences qu'ils devaient développer. Cela permettait vraiment d'avoir de grands progrès. Et je fais surtout cette vidéo parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'éloquence est vraiment superficielle. On la limite à la prise de parole en public, ou on va la limiter, je sais pas, à la répartie, ou briller, sortir quelques phrases par-ci par-là qui font mouche. Et ce n'est pas du tout ma vision de l'éloquence. Pour moi, l'éloquence se base sur de réelles compétences profondes, des compétences fondamentales que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et si vous voulez vraiment progresser, vraiment avoir un bon niveau, il faut avoir ces compétences-là. Et la première de ces compétences, c'est la base, et il faut toujours les rappeler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est la maîtrise du langage. Qu'est-ce que ça veut dire la maîtrise du langage? Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur le vocabulaire et je vous invite ainsi à les regarder. La maîtrise du langage, c'est la capacité certes à exprimer ses idées clairement avec un langage adapté, mais surtout à maîtriser la nuance du langage, à savoir utiliser les mots à bon escient. Et l'archétype qui représente cette maîtrise du langage, le type de personnalité qui maîtrise le langage, c'est évidemment l'écrivain et plus particulièrement le poète. Pourquoi le poète? Parce que la poésie, elle a plusieurs caractéristiques qui vont vous aider à développer votre éloquence et votre maîtrise des mots. Donc une de ces qualités, c'est la subjectivité. Un poète, quand il rédige un poème, il va exprimer ses idées et sa vision du monde et il va souvent utiliser le jeu. Et quand vous parlez également à l'oral, vous exprimez vos convictions, vos opinions. Et s'inspirer de cette posture du poète, qui a un regard qui est complexe, qui est pertinent sur le monde et qui affine, ça va vous aider à être beaucoup plus pertinent, vous aussi, dans vos prises de parole et dans vos écrits. Un autre aspect de la poésie qui est très important dans la maîtrise du langage, c'est la musicalité. Et ça, pareil, je n'en entends pas assez parler. La musicalité, c'est quoi? C'est quand vous parlez, il doit y avoir un rythme. Les sonorités doivent être agréables. C'est ça qui va faire que les gens vont vous écouter. Et les poètes, surtout que la poésie traditionnellement est plutôt dite, eh bien les poètes ils maîtrisent ces jeux de sonorité et de rythmique. Et une autre caractéristique aussi de la poésie, c'est le jeu sur les nuances et la complexité du langage et du sens des mots. Donc par exemple, ça va être de jouer sur les connotations. Voilà, un exemple assez cliché et traditionnel en poésie pour que vous compreniez cet aspect-là, ça va être la rose. Donc, dans le dictionnaire, la rose, c'est une fleur, mais dans un poème, on pourra utiliser la rose en utilisant toutes les images auxquelles la rose nous fait penser. Donc la rose, ça fait penser à l'innocence, à la femme, à la beauté, à l'amour. Et donc, si vous utilisez ce mot-là, vous allez aussi mobiliser ces images. Vous n'allez pas juste parler d'une fleur, vous allez utiliser toutes ces connotations-là. Et donc, le message que vous allez transmettre, sans utiliser les mots d'amour, de femme, de douceur ou autre, qu'en utilisant le mot rose, vous allez transmettre ce message-là dans votre discours. Et pour illustrer cette compétence de maîtrise du langage, j'ai envie de vous citer un vers d'un poète français très connu du XXe siècle qui s'appelle Paul Éluard. La terre est bleue comme une orange. Il y a bleu, ok, pour la couleur qui décrit la terre, et comme une orange, c'est étrange, parce que là, orange, c'est une couleur, certes, donc on joue sur la double signification du mot orange, mais c'est aussi un fruit, et un fruit rond. Donc on voit que rien que dans cette phrase, on joue sur les couleurs, les formes. Maintenant, la deuxième compétence, et pareil, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est pour ça que je la mets vraiment en deuxième,
c'est l'intelligence. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. S'exprimer, c'est partager ses réflexions. Arriver à développer ses propres opinions, ses propres avis, et les exprimer avec intelligence. Parce que si vous parlez juste pour blablater, même si vous avez du charisme, etc., pourquoi on va vous écouter? Donc apprendre à développer son intelligence pour se forger des opinions et des jugements pertinents, ça va faire passer votre éloquence évidemment à un autre niveau. Et l'archétype qui représente cette intelligence-là, c'est évidemment pour moi le philosophe. Le philosophe qui va écrire des textes, des traités pour exprimer ses idées, pour exprimer ses théories sur le monde. Ce qui est important, c'est que selon moi, et c'est pour ça que j'aime beaucoup lire, les idées façonnent le monde. Les idées, les pensées, les visions du monde, les valeurs, c'est ça qui va guider nos actions au quotidien et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des personnes qui vont défendre leurs convictions, leurs différentes visions du monde pour changer la société. C'est ma vision de la société en tout cas et elle est plutôt validée, je trouve, par la sociologie, etc. Mais c'est un autre débat. Et donc, l'exemple de philosophe que je voudrais vous donner, c'est Simone de Beauvoir. L'intelligence dans le langage, enfin dans l'expression et dans l'éloquence, ça va être aussi d'arriver à créer des formules un peu choc, qui sont à la fois très courtes, très percutantes, mais qui sont aussi très riches de sens. Et je prends Simone de Beauvoir parce qu'elle a cette phrase dans son livre Le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une phrase qui a été reprise 1 milliard de fois, qui est à la fois très simple à retenir et qui est aussi riche de sens. Mais c'est pour vous faire comprendre que l'éloquence, c'est aussi cette capacité à exprimer ses idées avec intelligence. Et si vous avez un peu cet art de la formule, vous pouvez le développer, ça pourra vous aider à être encore plus percutant quand vous vous exprimez à l'oral et à l'écrit. La troisième compétence, qui est aussi très importante, ça va être la pédagogie. C'est quelque chose que je dis toujours à mes élèves. Parfois, j'ai des élèves qui viennent me voir et qui viennent me dire « Jennifer, on ne me comprend pas quand je parle. » Et souvent, c'est parce que ces élèves-là ne sont pas assez extravertis. Donc moi, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'assez introverti en fait. Mais quand je m'exprime, je veux être claire. Et mon souci de la clarté, pour que la personne en face comprenne le plus possible, c'est ça qui fait en sorte que ma communication va être plus claire. Et comment je fais ça? C'est en utilisant de la pédagogie. C'est-à-dire que quand on parle, on va essayer d'expliquer le plus possible ses idées et de les illustrer également par des exemples. Plus l'idée est complexe, plus on va derrière essayer de la préciser, de l'illustrer et de l'imager. Et l'exemple parfait pour ça, c'est le guide spirituel. Donc dans toutes les religions, et là quand on parle de religion, on va parler de concepts vraiment philosophiques, voire théologiques, extrêmement complexes sur l'homme, la divinité ou autre. Ce sont vraiment des concepts intellectuels assez élevés. Et c'est pour ça que tous les guides spirituels utilisent des paraboles, des histoires, des récits qui vont donner un enseignement religieux et qui vont illustrer un aspect de la foi, quoi, de la divinité ou de la religion ou des préceptes religieux. Et si on prend l'exemple du christianisme, il y a une parabole qui est très connue, qui est la parabole du fils prodigue. Donc c'est le fils qui a quitté son père pour aller vivre, un peu vivre de façon dissolue, quoi. Il a fait un peu la fiesta, etc. Il a dilapidé son argent, voilà, il a eu une vie, une mauvaise vie, on va dire. Puis après n'avoir plus d'argent, etc., après avoir tout dépensé, avoir fait n'importe quoi, il retourne chez son père, et son père va l'accueillir les bras ouverts. Et il a son frère, à l'inverse, qui lui est resté auprès de son père, qui a respecté les commandements de son père, mais qui n'a pas autant d'honneur que le fils qui revient, à qui on va organiser une fête. Et c'est l'explication que un repenti, une personne qui était sur un mauvais chemin et qui revient sur le droit chemin, entre guillemets, et revient vers son père, donc le père c'est Dieu, hein, le père va vraiment se réjouir. Peut-être même plus que quelqu'un qui est déjà là depuis longtemps. Bon. Et si je vous avais dit, oui, le repentir est important, etc., ça aurait moins percuté, tandis que là, on donne un exemple de la vie quotidienne qui illustre vraiment ce concept et l'importance de la repentance et l'importance de l'accueil des repentis. Et là, on comprend plus. Donc vous aussi, quand vous vous exprimez, à l'écrit ou à l'oral, soyez pédagogue. Les gens ne sont pas télépathes, les gens n'ont pas à faire d'efforts pour vous comprendre. Si je dois réfléchir et me dire « Ah, attends, il n'a pas voulu dire ça, il a voulu plutôt dire ça »,
vous allez perdre votre auditoire, vous allez perdre vos lecteurs. Il faut essayer d'être le plus pertinent possible. C'est vraiment, moi, le conseil que je donne aux personnes qui ont du mal à se faire comprendre, c'est souvent que vous n'êtes pas assez pédagogue et vous ne pensez pas assez à la personne en face et comment vous pouvez être le plus pédagogue possible. Et vous pouvez, par exemple, essayer d'avoir un enfant en face de vous et vous dire, enfin, imaginez un enfant, vous vous adressez à un enfant de, je sais pas, 10 ans, par exemple, et de vous dire, je vais essayer d'expliquer à cet enfant de 10 ans la chose, et donc un enfant de 10 ans, il faudra répéter plusieurs fois, il faudra parfois utiliser des exemples, des images, parce qu'il va vous demander, mais pourquoi. Et en étant plus pédagogue, vous verrez que les gens vont beaucoup plus vous comprendre. La quatrième compétence qui est fondamentale, et qui est trop souvent oubliée des personnes quand elles s'expriment à l'oral ou à l'écrit, c'est la stratégie. Donc ça, c'est un aspect que j'aime bien. Pourquoi la stratégie? Quand vous parlez, vous avez un objectif derrière. Vous voulez exprimer quelque chose. Et donc, vous avez un objectif d'exprimer une idée ou de convaincre quelqu'un ou de persuader quelqu'un. Donc, la façon dont vous allez vous exprimer va dépendre de cet objectif. Les mots que vous allez choisir vont dépendre de cet objectif. Et c'est important d'en avoir conscience à l'avance. Imaginons que vous voulez parler de médecine. Vous n'allez pas vous adresser, utiliser les mêmes mots, le même vocabulaire, si vous êtes dans un congrès de médecins aguerris, docteurs et autres, ou si vous êtes tout simplement dans une association de malades. Ça ne va pas être le même vocabulaire. Et c'est pour ça que vous devez absolument être stratège pour savoir quel est votre objectif, et l'objectif va dépendre du contexte dans lequel vous vous exprimez. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est juste un email? Est-ce que c'est un email à votre responsable? Est-ce que c'est un email à un collègue? Est-ce que c'est une prise de parole entre potes, dans un aspect plus formel? Et c'est vraiment important de réfléchir à votre objectif et ça va vous permettre d'adapter votre stratégie argumentative. Et donc là, l'exemple le plus parlant, l'archétype qui illustre parfaitement cette compétence de stratégie, c'est évidemment l'avocat. Donc l'avocat, il va défendre une partie dans un procès et il va le faire avec ses plaidoiries pour convaincre un tribunal. Et donc il va mobiliser des connaissances particulières, donc là c'est le droit en l'occurrence, il va mobiliser son expertise et sa capacité à construire un discours efficace, pertinent, percutant, et tout cela il va l'adapter en vue de convaincre un tribunal spécifique. Et il va préparer sa stratégie argumentative. Et retenez ce principe-là, ça va vraiment vous aider à être beaucoup plus compris. La cinquième compétence, ça va être la capacité à se connecter, la connexion. Quand vous parlez, quand vous vous exprimez et quand on échange entre êtres humains, les mots ne sont qu'une partie des informations qui sont échangées pour se faire comprendre. Vous avez déjà entendu, j'imagine, le langage non verbal, puis il y a aussi des hormones qui passent. Donc il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que de développer une capacité à se connecter à l'auditoire, si vous parlez face à un groupe, ou à la personne en face de vous, ça va vous permettre d'être mieux compris. Donc il y a même des tactiques, bon moi je ne suis pas spécialement dedans, mais il y a même des tactiques en anglais on dit ça mirroring. Donc, par exemple vous parlez à quelqu'un en face de vous, si vous voulez le persuader, vous essayez de mimer un peu ses gestes, donc si la personne fait ça, fait un geste, vous allez le faire juste après aussi, ou si la personne parle très fort, vous allez vous adapter à son niveau de parole, ou plus bas, vous allez parler plus bas, etc. Bon, moi, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, libre à vous. Mais en tout cas, il y a beaucoup de stratégies pour créer de la connexion avec la personne. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de créer de la confiance. Et créer un espace d'écoute. Parce que si la personne sent que vous ne faites pas attention à elle, etc., elle sera beaucoup moins encline à vous écouter. Donc c'est ça qui est important, c'est se connecter pour bien transmettre son message et pour avoir un lien avec la personne qui vous écoute. Et l'archétype, la personnalité qui représente le mieux cette compétence de connexion, c'est l'acteur. Et même plus généralement, je dirais les artistes des arts de la scène. Donc moi je pratique toujours pas mal de danse, hein. C'est juste qu'on est en période Covid, donc j'en pratique un peu moins, mais je pratique beaucoup de danse. Et quand on est sur scène, un comédien, donc ça va être par les mots, un danseur, ça va être par le corps, quand on est sur scène, on doit vraiment on peut vraiment sentir la scène, sentir les émotions de la scène, et c'est un sens à développer.
Et l'acteur, par exemple, si on prend un acteur de, je sais pas, dans le stand-up, où là l'objectif c'est de faire rire, il va se sentir plus ou moins selon les rires du public, est-ce que c'est blague passe ou pas. Et cette compétence-là de connexion, elle va vraiment vous aider dans vos prises de parole orales à adapter aussi votre discours, et notamment si vous avez un objectif, donc on revient au stratège juste avant, si vous avez un objectif et que vous sentez que la personne en face n'est pas réceptive, vous allez peut-être pouvoir adapter votre discours. Donc c'est une compétence qui est fondamentale. Alors la 6e compétence, qui est très importante, ça va être le leadership. Donc là, on passe au terme anglais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction pertinente. Donc moi, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas une puriste, ça ne me gêne pas du tout d'utiliser des mots anglais quand c'est pertinent. Et là, ça l'est. Le leadership, c'est cette capacité à entraîner les gens derrière vous, à pouvoir faire adhérer les autres à votre vision, à votre projet, à qui vous êtes. Et c'est très important, notamment dans la vie professionnelle, mais pas que du tout. Ça va être important de développer cette compétence-là. Parce que si vous avez des convictions et que vous voulez les défendre, pour que les gens aient un peu confiance en vous, pour que les gens s'identifient à ces convictions-là, votre personne et votre capacité à avoir du leadership, ça va vraiment aider vos convictions. Et l'exemple, l'archétype qui illustre parfaitement pour moi le leadership, ça va être le politique, l'homme politique, la personnalité politique. Et donc là, en exemple, aussi très cliché, mais comme ça tout le monde le connaît, je vais donner l'exemple de Martin Luther King et de son discours I Have a Dream. Pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que rien que son titre, il montre bien sa capacité de leadership. Il ne dit pas j'ai un plan. Il ne dit pas donc voilà pour améliorer les conditions de vie des personnes noires aux États-Unis et créer plus de fraternité avec les blancs, voici ce qu'il faut faire. Il dit juste I have a dream, il partage sa vision. Et le fait de développer votre capacité à partager votre vision aux autres, c'est ça qui va développer votre leadership. Et c'est une compétence très importante. Et donc là, les grands hommes politiques, les grandes femmes politiques, les grandes personnalités politiques illustrent très bien cette compétence. Et la 7e compétence, et pas des moindres vraiment, c'est votre image personnelle. Ou votre capacité à avoir un personal branding. J'utilise aussi une expression anglo-saxonne, enfin anglaise. Alors, le risque aussi, quand on parle d'éloquence, c'est de penser qu'il faut juste parler. On l'a déjà vu tout à l'heure avec la connexion, l'éloquence, ce n'est pas que les mots. Et la capacité à exprimer un discours se fait sans les mots. La façon dont vous vous tenez, dont vous vous apprêtez, dont vous vous exprimez, avec les gestes, sans les mots, avec les gestes, votre regard, et même votre statut social, tout cela crée un discours sur vous. C'est-à-dire, avant même que vous ouvrez la bouche, la personne, par ce que vous dégagez et ce qu'elle sait de vous, va déjà se créer un discours sur vous. Et donc, avoir conscience de cela, en particulier dans le milieu professionnel, avoir conscience de la nature de votre image personnelle et créer une image personnelle qui est adaptée à vos objectifs, ça va vraiment changer votre éloquence. Et j'aime bien donner cet exemple. On va reprendre l'exemple des médecins. Donc, on est à un congrès de médecins. Et il y a une personne qui va avoir toutes les qualités de l'éloquence qu'on a vues juste avant. Elle va bien s'exprimer, elle va bien maîtriser les mots, elle aura de la connexion, etc., du leadership. Mais cette personne, il se trouve que c'est un amateur de médecine, voilà, qui a étudié la médecine dans des livres, qui n'est pas allé à la fac de médecine, qui n'a pas de diplôme. Or, il se trouve que toutes les personnes autour, ce sont des médecins qui sont diplômés, qui sont docteurs. Est-ce que vous croyez que sa légitimité va être aussi importante qu'un autre médecin qui a fait une des meilleures facultés de médecine du monde, et qui certes n'est pas très éloquent, mais qui a fait une plus grande faculté? Donc, pourquoi je donne cet exemple-là? C'est pour vous dire que la capacité à être écouté et à transmettre vos messages et votre éloquence va aussi dépendre de votre valeur sociale perçue, de l'identité que les gens vous donnent et de votre légitimité à vous exprimer ou pas sur des sujets. Et encore une fois, les compétences qu'on a vues avant peuvent vous aider à quand même être éloquent même sans la légitimité sociale reconnue par les autres, mais avoir conscience de l'importance de cette image personnelle dans les contextes où vous évoluez, ça va vraiment vous permettre de décupler les qualités qu'on a vues, les 6 autres qualités qu'on a vues. Et l'exemple qui illustre parfaitement cela pour moi, c'est la royauté. Les rois, les reines, impérateurs, impératrices, tout ça, la royauté. Et la royauté, pourquoi? Parce que un roi, s'il vous dit juste qu'il est roi,
Vous n'allez pas le croire. Un roi, normalement, il va avoir une tenue de roi, il va vivre dans un palais, il va y avoir tout l'apparat autour de la royauté. Et c'est ça qui va vous faire comprendre, ok, donc maintenant, si le roi s'exprime pour donner un ordre, ok, c'est le roi. Mais si le roi il commence à s'exprimer et il est va-nu-pied, vous allez vous dire, non, non en fait, je ne te comprends pas. Là, je vais vous mettre une image des pharaons de l'Égypte antique. Il y a des attributs de la royauté. Ces attributs, ils sont notamment visuels. Donc l'apparence, ça va être très important. Les attributs visuels, ben là, pour le pharaon, ça va être la coiffe, etc. Travailler juste sur votre personal branding, c'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un d'éloquent. Mais avoir un personal branding et une image personnelle et une réputation qui s'opposent à votre discours, ça va saper tous vos efforts pour être éloquent. Et l'exemple parfait, c'est l'entretien d'embauche. Si vous dites que vous êtes pertinent, vous êtes, je sais pas, performant, vous êtes professionnel, etc., mais que toute votre tenue et la façon de vous tenir, vous le dites comme ça, bon, la personne ne va pas vous écouter. Oui, je suis quelqu'un de très professionnel, ce n'est pas très convaincant. Tandis que si vous avez une posture particulière, une tenue, oui, pour moi le professionnalisme c'est quelque chose de très important, ça change. C'est des choses basiques dont on a conscience, mais est-ce que vous le mettez en pratique? Et c'est vraiment, j'ai envie que vous partiez avec ça. Est-ce que toutes ces compétences, vous les mettez en pratique? Quelles sont les compétences que vous avez déjà? Quelles sont les compétences que vous devez développer? N'hésitez pas à mettre en commentaire les compétences que vous avez déjà, celles que vous devez développer, et inspirez-vous des archétypes que je vous ai donnés pour développer ces compétences-là. Et je vous le rappelle que mes cours d'éloquence où j'aborde tous ces archétypes dans les différents cours à l'écrit et à l'oral, pour l'éloquence à l'écrit et à l'oral, sont à ce jour à une réduction de moins 50%, c'est pour une durée limitée. Et je vais donner une masterclass gratuite qui va vraiment détailler en profondeur les secrets de l'éloquence, voilà, des éléments dont on ne parle pas assez, que j'ai quand même un peu abordé aujourd'hui, mais de façon très limitée. Et là, ça va être une masterclass où je vais vraiment vous détailler les 4 étapes pour devenir plus éloquent, pour mieux vous exprimer à l'oral et à l'écrit. Encore une fois, tout est en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine vidéo.